On va accueillir Walid Ben Brahim, DG d'UniHA, qui va vous faire justement une petite séance interactive et vous passer quelques informations. Alors, j'espère que tu as des scoops aussi, Walid, hein. Ah, ça tombe bien. Merci beaucoup, Walid, de ta présence. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Et alors, moi, je vais essayer de vous parler en quelques minutes de la pratique de l'IA. On va essayer de mettre un peu les mains dedans. J'ai la main sur le diapo, c'est bon? Pas encore? Si? Parfait. Alors, qui suis-je? Un dirigeant hospitalier passionné par l'IA, son potentiel de transformation à l'hôpital. Je mets les mains dedans depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mes convictions, on l'a dit, c'est que l'IA va s'imposer très rapidement, hein, dans toute la société. Nous ne sommes pas encore prêts, hein, mais nous y travaillons et cette journée en est l'illustration et puis qui a besoin d'accompagner. Là aussi, ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et donc mon objectif, c'est d'essayer de vous faire poser quelques questions en vous montrant des choses très pratiques. Alors d'abord, deux images que j'aime bien montrer pour illustrer aussi le fait qu'on peut être perdu dans les sujets d'IA. Ça, c'est le paysage des solutions Data IA en 2016. Et ça, c'est le même paysage en 2025. Et encore, c'est un paysage qui est actualisé en mars. Et donc, je pense qu'il y en a encore beaucoup plus dans le paysage actuel en octobre 2025. Donc, c'est normal qu'on y soit perdu. C'est normal qu'on ne sache pas vraiment, quand on n'est pas spécialiste, s'y retrouver. Alors, sur la base de ces éléments, moi, je me pose plusieurs questions sur l'IA. Et puis, la première question que je voulais vous poser, c'est d'abord, selon vous, ce que fait pas l'IA. Alors, je m'amuse beaucoup sur ces sujets, puis j'interviens dans des codires hospitaliers, dans les hôpitaux. D'abord, la question des charades. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une charade à l'IA. Et alors, ma surprise, c'est que j'actualise un peu toutes mes interventions et qu'il y a 3 ou 4 mois, j'arrivais pas à faire une charade à l'IA. C'était impossible. Il n'arrivait pas, vraiment jamais. Là, j'ai actualisé ça cette semaine quand même avant de venir. Et ben, j'ai une charade qui commence à ressembler à quelque chose. Je vous laisserai la découvrir sur le support. Donc en fait, finalement, l'IA commence à faire des charades. Donc je suis un peu embêté. Je me dis, qu'est-ce que peut pas faire l'IA? Bon, mes diaporamas, en général, je les prépare encore moi-même. Et puis j'ai essayé, là aussi, je vous ferai passer via l'organisation. J'ai tapé dans une IA que j'utilise qui s'appelle Manus, qui est un truc assez puissant. J'ai fait un prompt assez simple et j'ai dit j'interviens à la FHF PACA sur le sujet des mains dans l'IA. Est-ce que tu peux me faire une présentation? Et la présentation, elle est assez bluffante. Donc au final, je me dis, qu'est-ce que fait pas l'IA? Bon, j'ai encore le café, ça, j'arrive pas à faire le café à aucune solution d'IA. Mais ça progresse très vite et c'est ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est important, c'est que ça progresse à une vitesse folle. Et même moi, en mettant les mains dedans, vraiment très très souvent, j'ai encore eu des surprises. Vous verrez la qualité des présentations qui sont faites avec maintenant effectivement très peu d'hallucinations. Alors, voilà, donc l'IA fait les charades et l'IA fait, je sais pas, voilà, les diaporamas également à notre place. Alors, 3 outils IA qui ont changé mon quotidien. Moi, je suis dirigeant, j'étais directeur d'hôpital dans la région il n'y a pas si longtemps, et j'utilise des outils que je vais vous montrer. Si on peut basculer du coup sur mon poste. Le premier outil, c'est Plaude. Donc, c'est un petit boîtier. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, je l'ai mis sur la table. Ça ressemble à ça, donc c'est tout petit. Ça enregistre et ça fait des comptes rendus. Alors voilà, donc vous avez tout à l'heure, on a parlé de la journée régionale. J'ai enregistré les 48 minutes d'introduction juste avant l'intervention de Laurent. Et puis on a un résumé qui a été fait en quelques secondes, hein, que j'ai fait tout à l'heure, qui est donc le résumé de notre journée régionale et de l'introduction. On sait donc qu'il y a 130 personnes, mais 140 ou 145 participants, on ne dira rien. Il y a 10 absents pour cause de grippe, qu'on a recentré les participants, qu'on a une journée interactive, qu'on a des sponsors, qu'on est très content de les avoir. J'ai vu même qu'il y avait la recommandation de la piscine disponible l'année prochaine. Donc vous voyez, ils ont tout entendu et on a un compte-rendu généré avec, là aussi, j'ai relu ça, je vous le mettrai à disposition dans les documents, sans y toucher. J'ai lu ça tout à l'heure rapidement, il y a très peu d'erreurs. Les erreurs, et pardon Zénab, il n'a pas encore réussi à reconnaître ton nom et à l'écrire correctement. En revanche, voilà, et je pense qu'il n'arrivera jamais. Ça reste comme le café. Donc vous voyez, c'est un outil très simple qui est assez puissant,
certifié RGPD, mais par contre, évidemment, on ne conseille pas, et moi je ne conseille pas de mettre des données médicales, surtout pas là-dessus, mais pour synthétiser des réunions, quand on passe sa journée en réunion, quand on passe sa journée à travailler pour ces résumés, c'est vraiment très très puissant. Un deuxième outil que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un outil qui s'appelle Notebook LM, qui là est un outil assez puissant pour résumer des gros documents ou de la documentation importante. On a on voit tous passer les rapports de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des affaires sociales. Là, j'ai mis, pour regarder et faire la démo avec vous, le rapport chargé produit de l'assurance maladie qu'on adore tous lire et qu'on a lu cet été. Évidemment, les 303 pages avec attention. Moi, je ne l'ai pas lu et j'ai demandé à l'IA de faire une synthèse et surtout une synthèse sous forme de podcast. Et donc, vous allez écouter ce que ça donne si le son marche. Il n'y a pas de son. Tant pis. Donc, simplement, vous verrez, là aussi, je peux vous l'envoyer, que en fait, cette IA qui s'appelle le Notebook LM, qui est une IA gratuite, qui est ça aussi important, elle va vous générer un podcast, et un podcast de 18 minutes, ce qui vous permet, quand vous prenez le trajet, ou vous allez sur votre lieu de travail, ou que vous prenez le train, comme moi je le fais souvent, et d'écouter en 18 minutes, d'avoir la synthèse de ce rapport de 303 pages. Donc voilà, c'est un outil là aussi intéressant que j'utilise au quotidien. Un outil que je ne vous montrerai pas là parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais c'est également l'utilisation de Copilot qu'on utilise à UniHA pour notamment, j'ai configuré un assistant qui prépare l'agenda. Donc tous les matins, j'ai une génération d'une note avec l'ensemble de mes rendez-vous et puis les éléments qu'il va chercher aussi dans les mails et dans les rendez-vous précédents et qui me fait en fait le script de ma journée. Donc là aussi plutôt très utile et là pour le coup qui fonctionne en boucle fermée sur le réseau d'UniHA. Donc voilà, on pratique quelques outils du quotidien. On va repasser sur voilà, donc Claude Notebook LM et l'assistant de préparation d'agenda. Quelques éléments de perspective, parce que UniHA, on accompagne des établissements de santé qui réfléchissent sur ces sujets, et puis l'objectif, c'était aussi de vous faire un peu réfléchir. La question, ça a été dit, le plus grand risque, c'est de ne pas s'en occuper. Il y a un taux de shadow adoption, on regardera tout à l'heure, on a aussi interrogé des hospitaliers à UniHA sur leur utilisation de l'IA, et il y a un taux de shadow adoption qui est très fort, qui est plus fort dans la région sud qu'ailleurs, puisqu'on a fait un focus, Florence nous avait demandé de faire un focus sur la région sud, on a fait ce focus, et on voit qu'il y a un taux d'adoption caché qui est très fort dans la région sud, et au national également. La question qui peut se poser aussi, c'est demain, quelle est la responsabilité du médecin qui soignera sans l'IA? Voilà, c'est des questions philosophiques, éthiques, à laquelle je n'ai pas la prétention de répondre, mais c'est vraiment un sujet super important. Pour moi, il y a 3 étapes qui sont assez simples mais incontournables. D'abord, explorer, il faut mettre les mains dedans, il faut oser, il faut tester avec vigilance. Ça a été très bien dit tout à l'heure, je ne redirai pas les enjeux de sécurité et d'éthique. Encadrer avec exigence, là aussi, on dit la même chose et c'est plutôt rassurant. Sans cadre ni gouvernance, il n'y a pas de confiance, donc il n'y a pas d'IA. Et puis déployer avec méthode, là aussi, ne pas généraliser avant de maîtriser, avant d'avoir exploré les cas d'usage et de les avoir testés. Et dernier point. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et ne pas oublier, à quoi sert mon projet IA? Ne pas faire de l'IA pour le plaisir de faire de l'IA, c'est plutôt stimulant, c'est des choses qui sont intéressantes, ça fait un effet waouh, mais il faut l'ancrer dans le réel avec des objectifs. Ça a été dit tout à l'heure, les coûts sont exorbitants, sont très très importants. Donc un ROI. Le ROI effectivement déficient, c'est la bonne approche selon nous côté hôpital et hospitalier. Et puis un accompagnement de bout en bout des professionnels. Vous le verrez, il y a une très forte demande des professionnels d'être formés à l'IA et c'est vraiment un enjeu très fort demain. Pour terminer, et en 3 slides, on a fait un baromètre qui sera restitué le 13 novembre, donc un peu en exclusivité, en avant-première, et focus sur la région, non pas PACA, mais Sud, qui a plus de 100 répondants, donc c'était un panel suffisamment représentatif pour que l'IFOP nous fasse
un focus sur cette région. On a interrogé donc plus de 1000 hospitaliers, dont 60% de médecins et soignants. Donc là aussi, c'était très important pour nous d'avoir cette représentativité. 3 slides et 3 enseignements. La vision de l'IA, elle est plus positive en région sud qu'à l'échelle nationale. Il y a quelques points d'écart, mais c'est intéressant. 69% des hospitaliers de PACA voient l'IA comme positive, soit très positivement ou plutôt positivement. Et vous voyez par rapport au national, c'est un tout petit peu au-dessus. Donc on a une région, on en parlait hier avec certains intervenants, qui a un niveau d'engagement et de dynamique qui est plus important qu'ailleurs. Donc c'est bien, il y a du potentiel. Deuxième enseignement, c'est que l'évaluation de l'impact de l'IA par les hospitaliers, elle est plus positive aussi en région sud qu'au national, et sur plusieurs axes. On a à chaque fois des taux qui sont un peu plus importants. C'est assez sensible sur l'efficacité des processus administratifs, 61% d'opinion positive sur cet impact contre 54% en national. C'est aussi sur la réduction de la charge de travail qui arrive très très haut dans les préoccupations et dans les impacts positifs évalués par les médecins, les soignants et les hospitaliers. Et puis dernier enseignement, là aussi on avait plutôt des bonnes nouvelles, là il faut quand même s'en préoccuper, mais qui est la logique du fait qu'il y a une dynamique sur l'IA en région sud. Il y a plus de shadow adoption. Vous voyez, 43% des hospitaliers de la région sud utilisent des outils personnels dans un usage professionnel. Et là, c'est un vrai sujet de préoccupation. Ça a été dit tout à l'heure, il faut vraiment encadrer ça parce qu'il y a des risques importants, notamment en termes de fuite de données qui sont induits par ces pratiques. Voilà, cette présentation a été réalisée avec des outils d'IA, mais pas complètement. Donc j'ai quand même un peu mis la main. Merci beaucoup. Bravo. Alors, très intéressant. Alors, ça veut dire que peut-être il faut remercier et Walid et Magnus. Oui. Ah, voilà. Il y a une question ici, une réaction, et là-bas aussi. Oui, merci, bonjour pour votre présentation. Donc, Moustapha Ouelassine, je suis vice-président en charge du numérique pour la recherche à Aix-Marseille Université et le directeur de l'Institut l'AINEC. Donc, je voulais revenir sur les recommandations que vous avez formulées sur les outils, plus particulièrement le LLM Notebook, qui, bien sûr, il y a la version gratuite, il y a aussi les versions payantes qui sont l'O-Pro et l'Expert, qui coûtent quand même quelques dizaines de dollars par mois. Vous l'évoquez à la fin, là, parce que quand on utilise ce outil, je pense aussi avec l'upload également, c'est quand même, vous êtes obligé d'aller sur leur plateforme, vous donner des documents qui peuvent être quand même stratégiques pour le milieu hospitalier. Vous n'avez pas une crainte de recommander l'usage de ces outils et plutôt qu'on puisse travailler ensemble sur des outils qui peuvent être similaires en termes de performance, mais dans un usage local dont on garantit la souveraineté. Non, alors, faut être très clair. Moi, j'ai un usage qui est très encadré de ces outils-là, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure pour les réunions. Déjà, moi, je pose la question en amont avant d'enregistrer chaque réunion, savoir si les gens sont d'accord pour le faire, évidemment. Et il n'y a pas de réunion sur des instances stratégiques, par exemple d'une IHA ou des réunions stratégiques, elles ne sont pas enregistrées dans ce cadre-là. Donc, et là, sur l'exemple que je donnais sur Notebook, c'est des documents publics qui sont ensuite synthétisés. Évidemment, je ne recommande pas l'utilisation sans être encadré de ces outils-là. Et on travaille d'ailleurs à UniHA et CIH avec le concours aussi de la FHF et de Laurent Pierre notamment, à un programme qui consiste à justement sortir, qui s'appelle Alternative, et qui consiste à sortir de la dépendance des gros éditeurs américains. Donc on connaît bien cet enjeu-là, et l'idée d'un LLM souverain pour les hôpitaux français, on y travaille. Bonjour, c'était à peu près la même question. En fait, vous avez parlé de Magnus, qui est une IA qui est chinoise, donc avec une fuite des données. Enfin, j'avais assisté à une conférence qui avait été faite avec la DNS qui disait d'éviter d'utiliser tout ce qui était données IA qui étaient chinoises en particulier et parfois, enfin même américaine, de travailler plutôt avec Mistral ou sur la prise de notes sur Agilotext, qui est aussi travaillée, qui est une IA française et qui est travaillée avec l'Ordre des avocats. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à tous se tourner dans le domaine de la santé vers des solutions françaises ? Encore une fois, il y a un usage qui est très encadré de ça. Et quand je fais vous verrez le diapo que j'ai fait avec Manus, c'est simplement, j'ai tapé un prompt et il est allé chercher des données qu'il avait déjà. C'est ça qui, je trouve intéressant et impressionnant, c'est de voir le potentiel de ces IA-là sans leur donner nos données. Donc ça, c'est vraiment important. Sur l'utilisation des IA et des solutions françaises,
il y a un vrai sujet qui est un sujet de souveraineté qu'on connaît bien à l'UniHA, qui est que pour faire de la souveraineté, il faut une offre. Et il faut une offre qui soit compétitive et intéressante. Et effectivement, nous, on considère aussi qu'on a une action en ce sens où il faut qu'on arrive à stimuler les acteurs français et les acteurs européens d'un point de vue de souveraineté pour essayer d'avoir des outils qui soient à l'échelle. Le risque, c'est d'avoir un nouveau LICOS. Vous vous souvenez de ce moteur de recherche français, on en était très fiers et puis ça n'a jamais marché. Mistral ne s'engage pas sur cette trajectoire-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide et qu'on accompagne évidemment parce qu'on a tous envie d'avoir des champions français et européens là-dessus. Et on en aura un. Alors une dernière question ou réaction. Plutôt une réaction, oui. Pour simplement apporter un éclairage sur le fait que, en fait, aujourd'hui, on a déjà des éditeurs en région qui sont des petits éditeurs, donc pas beaucoup de moyens marketing, ce qui explique que peut-être ils soient encore un petit peu sous le radar et un peu méconnus. En revanche, ils sont extrêmement solides en termes d'infrastructure et de capacité. Ils sont à proximité et ils sont en mesure de pouvoir déployer intégralement de l'infrastructure à la solution adaptée, tout cela de façon souveraine et en vous laissant le choix. Est-ce que vous, dans votre établissement, vous préférez par exemple travailler sur des composants open source ? Est-ce que vous préférez travailler sur des modèles souverains ? Et par ailleurs, Mistral n'est pas le seul acteur à avoir la capacité à développer des LLM souverains. On en a aussi dans le public et parmi ces éditeurs-là. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir davantage d'éclairage et qu'on travaille de façon synergique et très, très pragmatique sur vos cas d'usage, on sera très, très heureux de pouvoir également vous accompagner en faisant le lien aussi bien avec le monde académique qu'avec les éditeurs en région qui sont encore un peu trop méconnus, mais je pense qu'ils peuvent répondre très, très concrètement à vos besoins. Marguerite, en 2 mots, rappelez pour la salle ce que fait le Reality Lab, s'il vous plaît. Eh bien, on fait ça. C'est-à-dire qu'on contribue en territoire, à aller en proximité, accompagner les organisations publiques et privées à l'adoption concrète de l'intelligence artificielle. Nous appartenons au service public puisque nous sommes portés par le réseau consulaire. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Walid. L'usage, rien que l'usage. Et on n'est pas surpris que tu sois évidemment pionnier sur ces sujets, comme c'est souvent le cas sur pas mal d'autres sujets. Merci beaucoup. C'est le moment de faire une pause.